Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du lundi 28 avril 2025. On se retrouve avec un Bitcoin autour de 94 500, 600 $ ce matin en positif de 11% sur la semaine. Un Ether toujours qui gravite autour des 1800 $. Et à court terme, on a une petite perf du côté de XRP qui prend plus 5% sous fond d'approbation de ETF pour cette fin de mois, si je dis pas de bêtises. On a plus 4,65 pour Hedera Hgraph, plus 3,89 pour Hyperliquid. On a plus 2,18 d'ailleurs pour Taobit également, qui est dans l'intégralité dans le vert en hebdo et en mensuel. C'est également le cas du token de Official Trump, donc son même coin. On a VeChain également dans le vert légèrement. Et ensuite, on file donc vers la clôture du top 50 avec Filecoin, Celestia, Sonic, Arbitrum qui sont entre 1,6 et 1,7, 1,8 milliards de capitalisation. Mais on voit malgré tout qu'au cours du week-end, on a eu un peu des performances qui étaient assez disparates. Du côté du 4 heures, après le double point bas qui avait été trouvé, j'avais envie de dire double bottom, mais oui, ça en est en tout cas pour l'instant, qui était autour de 74 500 $. On a eu une belle résolution haussière avec le travail ici de la zone des 86-87 et désormais on est au-dessus du cluster des 90-92, ce qui nous a donné une clôture hebdomadaire plutôt favorable pour une continuité en direction des 100 000 $ qui j'espère seront atteints au cours de ce mois de mai à venir pour donc un printemps qui peut-être se terminera pas si mal. Le Crypto Fear and Greed à 54 dans la neutralité qui penche petit à petit du côté de l'optimisme, pas de l'euphorie, mais voilà, pour l'instant on en est là, c'est plutôt pas si horrible vis-à-vis de ce qu'on a vécu récemment, et donc on est dans cet attentisme un peu de voir comment ça pourrait se matérialiser, notamment au cours de l'été. Vous venez d'avoir à 9h donc la newsletter de l'Oracle, c'est la 31e édition, toutes les semaines 9h, dans votre boîte mail, vous avez donc l'édition gratuite de cette newsletter qui vous permettra de voir un peu plus clair et du côté financier de la force et du côté, on va dire, global crypto. Donc cette semaine, vous avez au programme, par exemple, tokenisation des actifs immobiliers, défi en politique monétaire 2025, analyse technique de AAV, c'est vous qui le choisissez toutes les semaines. On vous donne 4 cryptos actifs et vous choisissez parmi ces 4. Et enfin, risque V, une révolution pour la DeFi sur Ethereum. Donc n'hésitez pas, c'est l'oracle sur Substack et vous pouvez le recevoir également sur vos mails. Du côté de Twitter, il y avait un joli post de Tino Bourse donc, qui nous parlait bien de son expérience d'une vingtaine d'années en finance tout court et en bourse. Et donc, au travers de tout ça, le résumé, puisque c'est un peu long à lire, et bien que pas tant que ça, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à trouver tout trop long. Et bon, là, c'est un retour d'expérience et un retour de vie. Et donc, il disait que, au global, il ne regrettait pas de s'être lancé quand il avait une vingtaine d'années et que maintenant, il approche la quarantaine. Et je pense qu'on se retrouve un peu tous là-dedans, puisque dans la communauté de CM, quand on regarde les statistiques, vous avez en moyenne à peu près 30-35 ans. Et c'est vrai que quand on spécule, quand on investit, quand on est sur les marchés financiers, c'est à la fois une découverte de soi-même, c'est une découverte de la psychologie humaine, c'est une découverte de comment fonctionne le monde et par corollaire le monde y compris financier. Et donc voilà, c'est une grande aventure, puisque comme je lui ai dit en commentaire, c'est quelque chose qui finalement aussi nous donne de la résilience, nous permet de nous confronter aussi parfois à nos propres démons et qui permet de grandir, je pense. La finance étant d'un côté parfois assez déconnectée de l'humanité et dans certains aspects, pas mal d'ailleurs d'aspects, et d'un autre côté, il y a des choses qui sont tout aussi louables et aussi, on va dire, remarquables dans la façon dont c'est mené. Donc voilà, en s'intéressant suffisamment longtemps à la fois à cette finance moderne telle qu'elle l'est et en constatant que finalement les humains qui sont derrière et la psychologie qui est associée est toujours la même depuis des centaines d'années, c'est là où on voit qu'il y a quand même une récurrence en fait, et quand on arrive à en voir justement la beauté au travers des marchés, c'est là où on commence à apprécier justement cette aventure, et c'est pas juste pour se faire mousser sur les réseaux sociaux, c'est pas juste voilà pour dire je vous l'avais dit, pour avoir raison. On voit qu'au bout de dizaines d'années justement, c'est ceux qui ont un peu de bouteille, il y a une humilité latente qui est très importante, puisqu'on constate au cours de cette aventure qu'au final, petit à petit, on ne sait rien. Et c'est, je pense, ce que m'auront appris les 6 années sous Nitro, comme je dis souvent sur le marché crypto autour de CM, de tout simplement prendre en considération que systématiquement, on a encore beaucoup à apprendre, et que c'est probablement que dans 10-20 ans de plus qu'on commencera à maîtriser le début de quelque chose vis-à-vis de nos investissements et des marchés en tant que tels.
telle. Cryptost qui met en avant que BlackRock détient désormais 2,77% de la supply totale de Bitcoin selon les données d'Arkham. Le géant a acheté 1,2 milliard de dollars de BTC rien que cette semaine. Donc la réaccumulation a bel et bien débuté du côté des ETF, c'est plutôt cool. Avec Goku, Ljubljana, la capitale de Slovénie, serait la ville la plus crypto-friendly au monde. Hong Kong et Zurich arrivent à égalité à la deuxième place. Singapour et Abu Dhabi sont classés respectivement 4e et 5e selon le cabinet de conseil en immigration. Donc vous avez la petite infographie. On voit que Porto est 8e par exemple et que quand on regarde même au niveau des villes un peu du côté européen, on a Londres qui est 17e. Mais c'est vrai que côté Europe pure, eh bien on parle souvent de la Suisse. Il y avait également le Portugal. Il y a des cas un peu spécifiques aussi comme la Belgique, mais je crois que désormais c'est aussi le cas du Portugal où si vous détenez vos cryptos pendant un an, vous êtes exonéré. Peut-être du côté du Luxembourg aussi, ça fonctionne un peu comme ça. Bref, en ce moment, on est aussi en train d'essayer de vous faire un peu un dossier sur lequel on fera une vidéo complète probablement par rapport à toute cette fiscalité et tous les pays, que ça soit du côté européen, mais aussi un peu plus élargi. Cryptost et PayPal qui va proposer 3,7% de rendement sur son stablecoin PYUSD pour doper son absorption. Donc ça, c'est plutôt cool puisque imaginons que n'importe qui a un PayPal aujourd'hui et qui laisse y dormir justement du stablecoin PYUSD peuvent avoir un rendement proche de 4%, c'est complètement fou pour le coup. Donc ça, en termes d'adoption mainstream, c'est plutôt des choses qui font sens finalement. Avec Goku, la Maison Blanche devrait réduire les droits de douane sur la Chine entre 50 et 65% pour apaiser la guerre commerciale, mais c'était une info qui avait à peu près 3-4 jours, donc depuis je crois que ça a bougé et que la Chine a démenti entre temps. Ceci étant dit, la bourse pour l'instant a l'air de retrouver un peu sa vigueur positive. JC Parets qui nous disait que c'était peut-être le bon moment pour se positionner sur Tesla. Clairement, au moment des résultats, quand ils ont été négatifs et que Elon Musk a dit bon, c'est bon, j'arrête mes carabistouilles en politique pour revenir du côté de la force entrepreneuriale, je me suis dit c'est le bon moment pour mettre une petite cartouche du côté de Tesla. Je suis en positif léger pour l'instant d'une dizaine de pourcents, mais j'espère bien entendu qu'à terme, ça fera quelque chose d'un peu plus positif. Le truc à retenir par rapport à Tesla en tant que tel, c'est justement Elon Musk, génie ou poison de sa propre boîte. En tout cas, il y a un risque-récompense où oui, ça peut partir à moins 70% dans les 5 ans qui viennent, tout comme ça peut faire des centaines ou des milliers de pourcents supplémentaires. Donc après, c'est à vous de voir justement si vous êtes à même de prendre ce type de risque en fonction de la gestion que vous menez justement par rapport à cette dernière. On terminera avec Génération Crypto et le Bitcoin qui à peine il y a une semaine en arrière était encore derrière le Silver quelque part à la 8e place entre Amazon et le Silver autour de 1850 milliards et qui s'est hissé rapidement à la 5e place à 1861 milliards lorsqu'il était à 93,763, donc même on a dû progresser un tout petit peu. Devant nous, qu'est-ce qu'il nous reste à avoir entre guillemets pour accéder au podium? C'est Nvidia à 2400 milliards, viendra ensuite Microsoft à 2700 milliards, Apple qui venait tout juste de récupérer les 3000 milliards tout pile, et enfin le Gold qui depuis un an de temps a progressé de façon assez énergique pour le coup et qui se trouve aujourd'hui à 22 330 milliards. C'est complètement fou, c'est un chiffre énorme. Imaginez si un jour le Bitcoin venait le challenger. L'analyse technique sur ce début de semaine qui n'a guère évolué, donc autour de 2930 milliards, on approche les 3000, c'est la moyenne mobile 20 et c'est la zone de confluence. Donc vraiment 3000, ça passe ou ça casse quelque part, puisque si on se fait repousser de nouveau à compter des 3000, on risque de faire le yo-yo de nouveau en direction des 2650 où il y a la moyenne mobile 50 hebdo. Donc pourquoi pas cet été, c'était mon scénario. Ça l'est toujours d'ailleurs, jusqu'à preuve du contraire. Si on passe les 3000 milliards, qu'on reprend les 100 000 du côté de Bitcoin, bien entendu que peut-être cet été on aura un petit peu de mieux. Ceci étant dit, c'est statistique. L'été, les plus gros marchands des marchés financiers ont tendance à prendre un pas de recul. Donc voilà, je ne vois pas pourquoi d'un seul coup il y aurait un regain de liquidité absolue cet été juste sur la crypto. Par contre, si on arrive à se consolider comme ça dans un mouchoir de poche entre les 2006, 2007 et 3000 milliards au cours de cet été, l'automne devrait être un peu plus positif. Le Bitcoin qui nous a fait une clôture hebdo qui est loin d'être dégueulasse puisqu'on a clôturé au-dessus de la moyenne mobile 20 et aujourd'hui on est en train de travailler au-dessus de la petite trend qui prend les points les plus saillants de 2021, donc ça c'est positif. Et bien entendu, en ligne de mire, les fameux 100 000 $ juste au-dessus ici, matérialisé par le petit trait sur lequel j'ai le curseur à l'instant, 101 000 pour être tout à fait précis. Bitcoin dominance qui pour l'instant ralentit autour de 64,2, mais
mais bon, c'est toujours pas l'alt season à l'horizon. Tant que ça perdra pas des dizaines de pourcents, mais au moins du 5-10%. Voilà, on est beaucoup trop haut perché en fait sur la force du Bitcoin en rapport par rapport aux altcoins. Et on peut encore le constater aujourd'hui avec un Ether qui, oui, se défend de son ancien point haut de 2018 ici. Les 1004 ont fait office de barrage, en tout cas pour le moment. On est à 1008, mais quand on regarde du côté de ETH-BTC, on est tout juste là aussi en train d'essayer de poser les choses sur les quasi-points bas qu'on était venu retrouver de 2019-2020. Donc on part de tellement loin pour Ether que, certes, là aussi, le ratio risque-récompense pour ceux qui ont commencé à payer autour de 1004, peut-être même encore aujourd'hui à 1008, il pourrait être extraordinaire. La dernière fois, je vous avais donné l'exemple, si on commençait à payer même à $1000, si jamais Ether revenait dans ces eaux-là sur les points bas qui avaient été travaillés au moment donc du bear market précédent, en étant entre 1000 et 880, 890. Voilà, ça aurait été une zone de choix. On voit malgré tout que la mémoire de marché a fait office et a défendu les 1004. Donc pour l'instant, statu quo, je n'ai pas renforcé du côté des cryptos. Les baisses récentes m'ont plutôt permis de renforcer du côté de la TradFi et donc on a eu un très beau rebond qui pour l'instant pourrait être qu'un dead cat bounce aussi du côté du marché américain. Donc le Nasdaq qui avait clôturé dans le vert la semaine dernière et qui pour l'instant devrait réouvrir légèrement dans le rouge ce lundi. Et c'est également la même chose pour le S&P 500 qui était à 5525 points et qui sur le futur est à 5538, marquant une légère pause sur ce lundi, mais bien entendu que ça reste assez inexploitable tant que le marché américain n'a pas réouvert. Il est à noter que le CW8 World, lui, est en positif ce matin de plus 0,80, mais parce que également il était en retard la dernière fois, comme c'est sur la bourse française, l'Euronext Paris, vous avez donc les horaires de 9h à 17h, donc ce qui se passe entre 17h et 22h pour les États-Unis n'est répliqué que le lundi d'après. Ça aussi, faites attention d'ailleurs si vous passez des ordres, certaines banques ou bourses vous permettront de le faire au cours du week-end, mais vous serez exécuté au prix d'ouverture du lundi. Et il y a pas mal de personnes qui ont l'air de s'être fait avoir la dernière fois quand il y avait eu le fameux moins 20 et qu'ensuite ça avait rebondi d'une bonne dizaine de pourcents. Le dollar américain qui a l'air de vouloir défendre donc le point des 99. On va voir ce que ça va donner ensuite avec un dollar donc qui s'est fortement dévalué, exactement comme sous la première ère Trump. Et enfin le gold qui a trouvé enfin certainement son point haut autour de 3500 $ l'once tout pile. Le RSI, ça fait très longtemps qu'il naviguait en zone ultra surachetée. Aujourd'hui, un simple retour à la moyenne mobile 20, c'est sous les 3000 $ l'once pour le gold. Et ensuite, on a des retours aux moyennes qui sont encore plus vertigineux. Je vous souhaite une excellente journée. Pour ma part, je ne serai pas trop là cette semaine, tout simplement, puisque aujourd'hui, vous n'auriez pas dû avoir d'émission puisque je suis endeuillé. Et comme vous l'avez constaté ces derniers jours, dans tous les cas, voilà, il n'y a pas eu beaucoup d'émissions et ça risque encore d'être le cas cette semaine. Et dans tous les cas, voilà, je lui dédie cette émission. C'était une personne avec un caractère fort, un caractère de battante. Les personnes de l'ancienne génération comme on n'en fait plus. Et c'était aussi une des seules personnes, voire peut-être même la seule à avoir cru en moi quand j'ai lancé mon activité. Donc voilà, si j'ai longuement hésité à faire cette émission aujourd'hui, depuis 6 ans, vous faites aussi un peu partie de la famille au travers de CM. Il y en a beaucoup souvent qui m'ont dit on t'entend plus au quotidien que ce qu'on entend finalement de notre propre femme ou des trucs dans ce style. Quelque part, ça me touche, mais c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, j'avais besoin de faire cette émission pour aller de l'avant et aussi pour vous rappeler qu'on a tendance à beaucoup se focaliser sur les réseaux sociaux, sur le négatif, sur Twitter, sur les chiffres, sur nos wallets au quotidien, mais que vous vous en doutez bien, pour quiconque passe par ces épreuves et ces étapes de vie, tout le reste, l'essentiel, se passe à côté et on a trop tendance justement à se focaliser sur des choses qui sont assez insignifiantes en définitive. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon début de semaine et je vous dis probablement qu'à ce week-end ou maximum semaine prochaine. Ciao, ciao.